Bonjour à toutes et tous et bienvenue aujourd'hui dans l'octogone de l'Assemblée nationale pour un combat d'anthologie. Marion, je te laisse présenter la première concurrente. Et oui, à ma droite, une ancienne députée du Doubs, maire également de la charmante commune de Meurthe, bien connue pour des combats essentiels tels que le mariage pour tous et le refus de la disparition des mentions père et mère des formulaires scolaires, très important. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Annie Parent de Genevard. Et à ma droite également, la terreur de la vapote, spécialiste du rouleau compresseur institutionnel et du passage en force, fidèle devant l'éternel de notre leader suprême, Elisabeth 49.3 Borne. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 22 juillet. Installez-vous confortablement et sortez les pop-corns parce que la Macronie est en train de nous offrir un spectacle dont elle seule a le secret. Monique Barbu claque la porte, puis la rouvre. Macron l'a rattrapée. Elisabeth Borne est à deux doigts d'en venir aux mains avec la ministre de l'Agriculture et au milieu de ce joyeux chaos, un homme a réussi l'exploit de mettre le feu à son propre camp. J'ai nommé Sébastien Lecornu. Derrière son image du moine soldat du compromis, le voilà qui fracture sa majorité à coups de pesticides, de cafouillage et de décisions que plus personne ne comprend. Ne bougez pas, je vous raconte comment on en est arrivé là. Mais avant ça, j'ai un tout petit message à vous faire passer. Le média est en difficulté et pourrait bien disparaître dans les semaines à venir sans votre soutien. Pour sauver notre chaîne et qu'on puisse être au rendez-vous pour 2027, nous devons réunir 10 000 donateurs mensuels. Alors, on est presque à la moitié de l'objectif. Il nous manque moins de 100 donateurs pour y arriver. Si vous voulez, vous aussi, apporter une pierre à ce bel édifice collectif, eh bien, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Et retour en Macronie où plus personne ne maîtrise donc vraiment l'incendie. On pouvait s'attendre à une dernière année de règne de notre bon roi relativement paisible après avoir lui-même provoqué une bonne partie des crises politiques de son second mandat et passé des mois à bricoler des gouvernements de fortune. Emmanuel Macron semblait avoir trouvé en Sébastien Lecornu le parfait garant du pas de vague. Le ministre, avec son image de moine soldat du consensus, cultivait l'art de ne fâcher personne. Sauf qu'à force de vouloir ménager tout le monde, il a peut-être réussi l'exploit inverse. Entre compromis lisibles et arbitrage explosif, Lecornu vient de rebattre les cartes et il pourrait bien s'être pris les pieds dans le tapis qu'il avait lui-même tissé. À force de vouloir contenter tout le monde, il a fini par mettre son propre camp au bord de l'implosion. Et c'est la loi d'urgence agricole qui a servi d'autel au bon sentiment au sein de la Macronie. Enfin, surtout son volet sur les pesticides. Trahison, humiliation, incompréhension totale. Les réactions de l'aile SOSDEM du bloc central, juste après l'adoption du texte, racontent à elles seules l'état de la Macronie. Un royaume où l'on se serre la main en réunion avant de se planter un bon gros couteau dans le dos politique au vote suivant. Alors pendant des semaines, Sébastien Lecornu les a fait mariner, multipliant les promesses et les gages, avant de finalement leur faire une jolie queue de poisson au moment décisif. Et le moment décisif, c'était dans la nuit de lundi à mardi au Palais Bourbon. Après moultes interruptions de séances et interventions en pagaille, les députés ont voté la loi d'urgence agricole à une large majorité, 296 voix pour, 224 contre, comme toujours grâce à une coalition droite-extrême droite, là où les macronistes étaient, eux, plutôt divisés dès le départ. Et c'est précisément pour ça que Lecornu devait mettre de l'huile dans les rouages. Il l'avait promis, et pour ça, je vous raconte, on rembobine un peu. En janvier, empêtré dans la colère des agriculteurs, le Premier ministre promet une grande loi censée répondre à l'urgence. Quelques mois plus tard, en avril, il dévoile enfin son projet. Alors sur le papier, c'est une loi d'orientation agricole, mais dans les faits, c'est surtout un gigantesque inventaire à la Prévert des revendications de la FNSEA. Au menu, moins de contraintes environnementales, plus de dérogations et un sérieux coup d'accélérateur pour le modèle productiviste. Bref,
un texte taillé sur mesure pour flatter les lobbies et le principal syndicat agricole, beaucoup moins pour la biodiversité, l'environnement ou encore la santé humaine. D'ailleurs, à la lecture de ce texte, la communauté scientifique a immédiatement tiré la sonnette d'alarme et le Conseil national de l'ordre des médecins lui a emboîté le pas. Et puis tout ça, évidemment, c'est sans parler de la gigantesque mobilisation populaire d'il y a quelques mois contre la loi Duplon, notamment précisément sur la question de la réintroduction des pesticides. Mais tout ça, l'environnement, la santé, la vie du peuple, le gouvernement, il s'en tamponne. Ça fait 10 ans que ça dure, on a eu le temps de nous en rendre compte. Le problème, cette fois, c'est qu'au sein du bloc central, au rang déjà plutôt clairsemé, pour être poli, tout le monde n'a pas la même capacité à avaler les couleuvres, particulièrement quand les dites couleuvres se sont pris un coup d'acétamipride sur la tronche. Et surtout pas juste avant des échéances électorales majeures, évidemment. Alors cette fracture en devenir, Sébastien Lecornu était justement censé l'empêcher, ou du moins la contenir. C'est ce que tout le monde croyait. En mai, dans une lettre ouverte aux agriculteurs, le Premier ministre avait d'ailleurs promis que la question des pesticides serait traitée dans un texte distinct, en dehors donc de la loi d'urgence agricole. Une manière de désamorcer le sujet le plus explosif du projet et d'éviter que sa majorité n'explose en plein vol. Du moins, ça, c'était le plan. Sauf que c'était sans compter sur la droite sénatoriale qui a décidé d'allumer la mèche et de mettre quand même sur la table le fameux sujet de la réintroduction des 2 pesticides dangereux en dégainant un petit amendement. Que voulez-vous ? Au Palais du Luxembourg, les risques sanitaires paraissent toujours un peu plus théoriques, rapport à la moyenne d'âge probablement. Tant pis pour Lecornu, donc, son plan a explosé en plein vol. La bataille sur les pesticides aura donc bien lieu. Casque sur la tête, couteau dans les poches, tranchées ouvertes, c'est ici que commence le grand bordel macroniste. Alors avant le grand jour du vote, le colonel Lecornu a sorti la carte de l'état-major, qui marche au pas, qui traîne des pieds, qui risque de tirer dans le mauvais sens. Avec Annie Genevard, sa ministre de l'Agriculture, il a même tenté l'opération de la dernière chance, un petit cocktail dînatoire de persuasion pour ramener les récalcitrants dans le rang. Mais pour faire avaler une pilule, encore faut-il que toute la maison la prenne et en même temps. Et au gouvernement aussi, la guerre des pesticides fait rage. Personne ne peut faire semblant de le découvrir en plus, puisque ça s'étale largement dans la presse. Dimanche dernier, c'était le duel au sommet. D'un côté, Annie Genevard a choisi le JDD pour défendre bec et ongle le projet de loi du gouvernement, un choix de tribune qui, à lui seul, donne déjà une petite idée du positionnement politique général de la personne. Alors son message était très clair et limpide. La loi d'urgence agricole doit passer et les pesticides avec. Et de l'autre côté du ring, on a Monique Barbu, la caution gauche société civile, nous a-t-on dit. Celle, en tout cas, qui a récupéré le ministère de l'écologie la dernière fois. L'ancienne présidente du WWF France a choisi, quant à elle, la tribune du dimanche pour affirmer tout l'inverse de sa collègue. Sa ligne à elle, c'est un non ferme aux pesticides. Nous voilà donc dans de beaux draps quand on s'appelle Sébastien Lecornu et qu'on est à la tête de tout ce beau monde. Alors face à ce bourbier, le moine soldat, il a commencé à perdre sa légendaire sérénité, évidemment. Après avoir promis en mai de tenir les pesticides à distance, changement de stratégie de dernière minute, finalement, Sébastien Lecornu refuse de faire sauter lui-même l'amendement des sénateurs, qui met donc le feu aux poudres, malgré la demande de ses députés. Puis, encore un nouveau virage, à quelques heures de l'entrée en séance, le Premier ministre revient finalement vers sa fine équipe de parlementaires et en trouve une porte de sortie. Il se dit prêt à accepter, je cite, que des groupes politiques du socle commun puissent déposer un amendement de suppression. Traduction, moi je ne bouge pas, mais si vous voulez vous salir les mains à ma place, allez-y, à chacun de prendre des risques et surtout à personne de venir lui reprocher l'incendie. Alors pour le coup, Lecornu est exaucé. Plusieurs groupes se chargent du sale boulot à sa place et d'ailleurs pas seulement dans son propre camp. La gauche monte au front pour faire disparaître la mesure sur les pesticides. Le MoDem s'y met aussi et même 2 anciennes figures de la Macronie sortent les griffes. Elisabeth Borne, l'ex-première ministre d'Emmanuel Macron, et Agnès Pannier-Runacher, l'ancienne ministre de l'écologie.
Sauf qu'en Macronie, même les plans de sortie de crise ont le droit à leur propre crise. Nouveau revirement de situation. Une fois les députés dans l'hémicycle, le gouvernement change de cap et décide, finalement, de rejeter les amendements de suppression. Tous, même celui porté par ses propres alliés du bloc central. Ah bah oui, forcément, ça laisse un petit goût amer à certains, à moins que ce soit les conséquences de la plaie béante que le cornu leur a laissée dans le dos en les poignardant. On ne sait pas. D'ailleurs, il y en a une que ça a particulièrement agacée, voire un petit peu plus si affinité, c'est Elisabeth Borne. Il se raconte dans la presse qu'après le vote, à plus d'1h du matin tout de même, dans l'hémicycle, elle est allée régler ses comptes directement avec la ministre Genevard, et il se murmure que les deux femmes ont bien failli en venir aux mains. L'ancienne Madame 49.3 n'a pas vraiment goûté de voir son amendement retoqué par le gouvernement, surtout quand son nom était précisément une stratégie à part entière. Avant la séance, les élus du bloc central croyaient avoir justement trouvé la parade. Certains fanfaronnaient même auprès du Figaro, disant « Bon courage au gouvernement s'ils veulent refuser l'amendement d'une ancienne première ministre ». Ça, c'était un élu du groupe Renaissance. Et un autre de Révélé. On s'est dit que c'était une bonne idée de mettre Elisabeth Borne en première signataire de notre amendement. Ça lui donnait du poids et lui laissait une chance d'être acceptée par le gouvernement. Ah, raté, hein. Ces gens ont quand même un pif politique absolument stratosphérique. Ils n'ont toujours pas compris que leur mouvement politique, justement, ils se fondent sur les mensonges et les petites trahisons entre amis. C'est presque beau de voir autant de naïveté. Alors reste que l'altercation entre Borne et Genevard n'est pas allée plus loin. Les huissiers de l'Assemblée n'ont même pas dû les séparer. C'est un peu décevant. Et puis ce matin, c'est Monique Barbu qui a eu son petit moment de surchauffe, elle aussi. Elle nous a pondu un pavé sur LinkedIn pour régler ses comptes avec son boss, le cornu, au point qu'elle a juré mordicus qu'elle allait poser sa dème sur le bureau et retourner à sa petite vie de civile parce qu'elle en avait ras-le-pompon d'être la caution environnement d'un gouvernement qui passe son temps à empirer justement la situation. Bon, ça, je vous la fais courte parce que c'est pas exactement comme ça qu'elle l'a écrit. Mais l'idée est là. Et puis, de toute façon, ne vous encombrez pas l'esprit avec ça parce que c'est déjà de l'histoire ancienne. Je ne sais pas ce que Macron lui a raconté, mais sûrement peu ou prou la même chose qu'a le cornu en son temps. Parce que finalement, revirement de situation, elle reste. Bah oui, tout est pardonné, ils sont juste pas d'accord sur la loi agricole, mais c'est pas comme si c'était hyper important non plus. On peut faire des concessions avec la santé des gens et l'environnement quand on est ministre de l'écologie, visiblement. Alors officiellement, Monique Barbu, elle justifie son choix par la nécessité de répondre aux enjeux du changement climatique qui frappent durement notre pays. Bon, on aurait pu penser qu'à la énième trahison des engagements de ce gouvernement sur la question, elle se serait rendu compte que son rôle est à peu près aussi utile à l'environnement que de faire pipi sous la douche. Mais écoutez, ça n'a pas l'air d'être encore le cas. Piano. Monique Barbu, l'inconnu, reste donc au gouvernement. Et le greenwashing macroniste, lui, il peut continuer tranquillement son petit bonhomme de chemin. Elle est pas belle, la vie ? Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, je vous rappelle notre objectif de 10 000 donateurs mensuels pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois. C'est défiscalisable. Rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Et c'est un triste anniversaire. Il y a 15 ans, le néo-nazi Anders Breivik assassinait 77 personnes. C'était un 22 juillet en 2011. L'extrémiste de droite faisait exploser une bombe devant le siège du gouvernement à Oslo, tuant 8 personnes. Quelques heures plus tard, déguisé en policier, il se rendait sur l'île d'Utøya, où se tient un camp d'État de jeunesse travailliste. Il y ouvrait alors le feu, faisant 69 victimes, principalement des adolescents. Certains ont même tenté de fuir à la nage. Au total, ces attaques ont fait 77 morts et des dizaines de blessés. C'est le pire massacre qu'ait connu la Norvège depuis la guerre. Breivik a quant à lui toujours revendiqué une idéologie d'extrême droite, raciste, anti-musulmane. Il avait expliqué vouloir commettre cet attentat spectaculaire pour diffuser ses thèses et il a été condamné à 21 ans de prison. Lors de ses
audience, il a régulièrement fait des saluts nazis. Un massacre aux motivations donc politiques qui nous rappelle une réalité essentielle. Les idéologies d'extrême droite ne sont pas de simples opinions politiques. Elles se nourrissent de la haine de l'autre et peuvent conduire à la violence et au meurtre. Un massacre qui nous rappelle également que la radicalisation néo-nazie des jeunes est un phénomène qui prend de l'ampleur. En effet, depuis hier, 3 militants d'extrême droite comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence en réunion. Les faits remontent au 18 avril. 2 journalistes auraient été tabassés dans un bar à Paris après avoir justement dénoncé des saluts nazis. Parmi les mises en cause, on retrouve Gabriel Lousteau, une des figures centrales des milieux néo-nazis parisiens. C'est le petit-fils de Fernand Lousteau, un proche de Jean-Marie Le Pen et ancien membre de l'OAS. Son père, Axel Lousteau, est quant à lui un ancien cadre du GUD et un proche de Marine Le Pen, toute la famille y passe. Alors Gabriel Lousteau, fiché S, apparaît régulièrement également en tête des manifestations du comité du 9 mai. Il était aussi présent lors du défilé en hommage au militant néo-nazi Quentin Derenc. Selon le parquet, les mises en cause avaient alors revendiqué en garde à vue leur affiliation au GUD et au Rassemblement national. Une policière rapporte avoir entendu l'un d'eux déclarer « Vous verrez quand Bardella sera au pouvoir, vous verrez quand Hitler reviendra ». La décision de justice est tombée il y a quelques heures. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme, aménagé en détention à domicile et devra donner 1 800 € à chacune de ses victimes. Un de ses co-accusés, Louis Germanaz, a été quant à lui condamné à verser 3 000 € d'amende. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron. L'Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté la loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors si le Conseil constitutionnel valide le texte, la mesure s'appliquera dès la rentrée de septembre. Les plateformes devront donc mettre en place un système de vérification de l'âge de leurs utilisateurs. Sur le fond, le constat fait largement consensus. Les réseaux sociaux peuvent effectivement favoriser le cyberharcèlement ou encore l'exposition à des contenus violents. Aux médias, nous en avons parlé lors des premières navettes parlementaires, notamment avec le député LFI Arnaud Saint-Martin, que je vous propose de réécouter. Sur le diagnostic, c'est vrai qu'on est plutôt convergent. On se rend tous compte qu'il y a toute une économie de l'attention très prédatrice qui est organisée par les fameux GAFAM qui monétisent cette attention pour la publicité et des revenus, qui est puissamment toxique et qui a des effets délétères sur les comportements et à tous les niveaux et sur toutes les générations. Donc le diagnostic, il est à peu près partagé. Moi, j'avais fait partie de la commission qui enquêtait sur les effets de TikTok chez les jeunes. Donc on avait fait venir pas mal de spécialistes, des sociologues, des psychiatres, etc., qui tendaient à montrer qu'en effet, il y avait des problèmes d'addiction, de surexposition aux écrans. Et au fur et à mesure, on a densifié le diagnostic et on a à peu près convergé. En revanche, là où le bas blesse, c'est dans la méthode que les macronistes veulent emprunter. Il est donc fort probable que dans les faits, cette loi soit impossible à appliquer. Sur la réponse proprement politique, et c'était l'argument que j'ai essayé de déployer avec les collègues hier, et on s'est senti un peu seul, pour tout dire, c'est que la réponse, elle est à la fois inefficace, en effet, elle est contournable par bien des aspects, que ça ne fait que déplacer le problème, et que, disons, c'est une espèce de solutionnisme politique très insécure sur le plan juridique, on verra comment ça tient, et que par ailleurs, ça ne fait que reporter le problème sur les utilisateurs, alors que le nerf de la guerre, c'est quand même le contrôle de ces algorithmes et de ces plateformes de réseaux sociaux numériques qui produit précisément les comportements qui inquiètent tant les macronistes. Les détracteurs de cette loi s'inquiètent aussi du respect de la vie privée ou encore de la liberté d'expression des mineurs. Alors, vous l'aurez compris, ce texte comporte de nombreux angles morts, comme si les macronistes avaient voulu aller trop vite. Quelle surprise! Vous le savez, les députés ont voté la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, ce permis de tuer dont on a déjà beaucoup parlé aux médias. L'Assemblée nationale a classé hier soir la pétition de cette loi qui avait recueilli 720 000 signatures. La Cour des comptes, quant à elle, demande un peu moins d'opacité à la police. Dans un rapport publié ce lundi, elle dénonce un important déficit de transparence et des procédures disciplinaires qui nuisent au lien de confiance
violence avec la population. Par exemple, en 2023, plus de 5200 sanctions ont été prononcées, mais seules 161 exclusions ont été décidées, 119 policiers et 42 gendarmes. Et seuls les cas les plus médiatisés sont confiés à l'IGPN. En général, il n'y a que des enquêtes locales menées par des collègues avec qui donc on déjeune. Les magistrats pointent également du doigt des procédures pouvant durer jusqu'à plus de 3 ans, alimentant ainsi un sentiment d'impunité. Ils recommandent le déclenchement systématique des caméras piétons à titre expérimental et la présence d'observateurs extérieurs dans les conseils de discipline. Affaire à suivre. Et on termine avec l'international. En Afrique du Sud, la campagne anti-migrants prend une telle ampleur que selon des données compilées par l'AFP, au moins 160 000 étrangers ont quitté le pays depuis la fin mai. Tout a commencé avec des manifestations d'un collectif anti-migrants, un mouvement qui a lancé un ultimatum aux immigrés leur demandant de quitter l'Afrique du Sud avant le 30 juin, tout en les tenant responsables de la criminalité et de la crise économique que subit le pays. Ces mobilisations violentes et xénophobes ont conduit à la mort de 4 personnes au moins et plusieurs milliers d'autres quittent quotidiennement leur foyer et fuient vers leur pays d'origine. Cet exode est le plus important depuis les violences xénophobes de 2008. Il est évidemment massif et inédit. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis souvenez-vous, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir l'un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne en vous remerciant et en vous souhaitant une très bonne soirée sur le média.